C'est peu dire que la situation des banques italiennes est aujourd'hui critique. Un graphique suffira pour comprendre le problème. On y voit que la part des prêts non performants dans les bilans bancaires, ce que l'on appelle aussi les créances douteuses et litigieuses, c'est-à-dire celles qui sont peu, mal ou pas du tout remboursées, eh bien, avoisine aujourd'hui les 18% des bilans bancaires des banques en Italie, 12% au Portugal et 34% en Grèce. Pour fixer les idées, au-delà de 1 à 2%, les petits problèmes des banques deviennent de gros problèmes pour tout le système bancaire du pays. En Italie, 360 milliards d'euros tout de même. Pourtant, peu de gens se souviennent encore que le Portugal avait obtenu un plan d'aide de l'Union et du FMI en 2012, justement pour sauver les banques portugaises, comme je le rappelais dans un billet que j'avais écrit sur mon blog en 2011. Entre-temps, les scandales se sont néanmoins multipliés, comme la banque Banco Espirito Santo. Eh bien, en Italie, on se retrouve dans une situation tout aussi embarrassante, puisque ces 360 milliards d'euros de créances douteuses et litigieuses, eh bien, n'ont pour l'instant pas toutes été provisionnées. C'est le deuxième graphique que vous voyez. À partir de là, on en déduit que pour recapitaliser les banques italiennes, il faudrait entre 80 et 100 milliards d'euros dans un scénario à peu près moyen. Le plus grave est que l'augmentation des prêts non performants en Italie ne résulte pas de bulles immobilières comme en Espagne ou d'une quelconque manipulation grandiose des chiffres de la croissance, mais bien de la stagnation économique qui empêche les PME italiennes destinataires de ces prêts de les rembourser rubis sur l'ongle. D'où également le taux de défaut des ménages qui est très élevé, comme vous pouvez le voir ici. Alors la vraie question qu'il faut se poser à présent, c'est comment faire pour sauver les banques italiennes, sachant que contrairement à l'Espagne, ce n'est pas une bulle immobilière qui a fait exploser les créances douteuses et litigieuses. Au contraire, en Italie, c'est la demande anémiée, c'est-à-dire des conditions macroéconomiques défavorables, une économie qui ne fonctionnait pas bien, qui a fait que les entreprises, les petites, moyennes entreprises, les artisans qui s'étaient endettés auprès de leurs banques, eh bien, n'arrivent plus à rembourser rubis sur l'ongle leurs prêts. Et bien sûr, les banques se retrouvent donc désormais en difficulté, et la question prend une tournure politique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon les nouvelles règles de l'Union bancaire européenne, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, et dont j'avais beaucoup parlé sur ce blog, et que vous pouvez retrouver notamment dans un de mes derniers livres qui s'appelle « Mieux comprendre l'économie, 50 idées reçues déchiffrées aux éditions Ellipse », les règles de renflouement sont désormais les suivantes. Je cite « Le fonds de résolution ne pourra pas être utilisé avant que 8% du passif de la banque ait fait l'objet d'un ce qu'on appelle un bail-in. Par ailleurs, l'intervention du fonds ne pourra être supérieure à 5% du passif de la banque. En termes clairs, cela signifie simplement que lorsqu'une banque sera en faillite, les premiers à mettre au pot seront les actionnaires et les prêteurs, d'où le nom de bail-in, qui devront couvrir au minimum 8% des pertes de la banque. Et si cela ne suffit pas, il sera possible de faire appel à des fonds nationaux de résolution abondés par le secteur bancaire. Enfin, les ménages et les PME seront partiellement protégés puisqu'il a été confirmé que leurs dépôts seront garantis à hauteur de 100 000 euros. Mais au-delà de 100 000 euros, la question se pose. Et ce qu'il faut bien retenir, et c'est ça peut-être le plus important, c'est que en Italie, sont considérés comme actionnaires souvent des ménages qui ont acheté des titres de leur banque qui sont en fait des titres de dette, et ils ne le savaient pas toujours. Or, ces ménages, quand ils achètent ces titres, se retrouvent donc aujourd'hui en première ligne face au risque de faillite de leur banque. Et évidemment, si ces ménages sont dans une large mesure des personnes modestes ou des petits retraités, eh bien ils se font prendre au piège finalement par une situation qui peut leur exploser à la figure très rapidement. Voilà certainement aussi pourquoi l'enjeu du référendum voulu par Matteo Renzi a toujours été un enjeu à la fois économique et politique.
Les stress tests, ou tests de résistance bancaire, ont été conçus par l'autorité bancaire européenne pour mesurer la capacité des banques à supporter des chocs économiques et financiers, inflation, récession, hausse des taux d'intérêt, hausse du chômage, etc. Cela passe ainsi par la création de scénarios négatifs, que l'on appelle des stress dans le jargon financier. Le critère de réussite au test est basé sur le ratio de fonds propres dur, qu'on appelle le CET1. Plus précisément, une banque aura réussi à passer les tests si son ratio CET1 reste au-dessus d'un seuil préfixé dans les différents scénarios imaginés. Ces tests devraient en principe prouver au marché financier que les banques sont suffisamment capitalisées et donc solides pour supporter une nouvelle crise. Par là même, ces tests devraient aussi permettre de démontrer que les autorités économiques et financières de l'Union européenne sont capables de faire face aux difficultés des établissements bancaires. Et justement, en juillet 2016, l'autorité bancaire européenne a refait une série de stress tests dont voici les résultats partiels. Vous voyez qu'il y a des banques très capitalisées, qui ont très bien passé les tests, et d'autres qui ont failli, qui ont beaucoup moins bien réussi. Alors on leur demande de se recapitaliser, c'est-à-dire de trouver des fonds pour remettre leur ratio CET1 à niveau. Regardez maintenant le résultat proprement pour l'Italie. On s'aperçoit que les banques italiennes sont dans une situation beaucoup plus embêtante. Il y a évidemment la banque BMPS, une des plus anciennes banques d'Europe, qui se retrouve à ne pas supporter le scénario de récession. Elle est effectivement en besoin de capitalisation si ce scénario devait se réaliser. Mais d'autres banques sont là aussi dans des situations assez délicates. Attention surtout à ne pas croire que ces chiffres valent en fait blanc-seing, puisque par définition, ce sont des scénarios, il y a une manière de calculer les ratios de fonds propres, et il y a certainement derrière beaucoup d'autres choses à prendre en compte pour être certain qu'une banque est solide ou non. Pour ma part, je pense que les banques sont beaucoup plus fragiles qu'il n'y paraît, et celles en Italie, aujourd'hui, ne peuvent plus cacher la réalité de leur bilan. Nous venons donc de voir que le véritable problème des banques est lié aux conditions macroéconomiques du pays. Quelles sont-elles? Le premier graphique va nous donner un élément de réponse. Il s'agit en fait de l'évolution de la croissance du PIB, du produit intérieur brut, entre 1990 et 2015. On voit que l'Italie n'a pas encore retrouvé, loin de là, le niveau de PIB qu'elle avait atteint avant la crise de 2007. En fait, si on y regarde bien, le PIB de 2015 se situe à un indice à peine supérieur à celui de 1990. On a le sentiment que jusqu'en 2007, il y a eu une petite progression et que tout ça a été perdu depuis la crise. De même, maintenant, allons plus loin et regardons le PIB par habitant. Le PIB per capita, c'est-à-dire une mesure, à mon avis, plus pertinente de la richesse créée. Bien, on s'aperçoit sur ce deuxième graphique que là aussi, l'évolution marque le pas à partir de 2007 et régresse même pour revenir à un niveau là aussi à peine supérieur à celui de 1990. Si on faisait les calculs, on montrerait que sur la période considérée, c'est-à-dire 25 ans, la croissance per capita, donc par tête, n'a été finalement que de 8%. La zone euro n'aura donc apporté finalement que très peu de prospérité à l'Italie. Maintenant, regardons l'investissement total. C'est ce troisième graphique. L'évolution de l'investissement tant public que privé nous rend encore plus pessimistes sur l'évolution macroéconomique de l'Italie, parce que là, on voit carrément une chute brutale de l'investissement qui, évidemment, aura des conséquences autant sur la croissance potentielle que donc, conséquemment, sur le taux d'endettement public, sur la résorption du chômage, etc. Rappelons également que, pour l'instant, c'est le quantitative easing mis en place par la Banque Centrale Européenne qui a conduit à une forte baisse des taux d'intérêt à long terme un peu partout dans la zone euro. Et c'est ça qui a permis à de nombreux États, dont l'Italie, de retrouver temporairement
la solvabilité budgétaire, puisque les taux d'intérêt sur les dettes publiques sont parfois devenus inférieurs au taux de croissance. En Italie, avec une dette publique de plus de 130% du PIB, eh bien aujourd'hui, les taux d'intérêt bas font que on ne voit pas qu'il y a une dynamique mauvaise qui est en marche. Le problème, c'est que quand le quantitative easing s'arrêtera, ce qu'il a vocation à faire à partir de 2017, eh bien on se demande ce qui pourra advenir de l'économie italienne quand celle-ci connaîtra des hausses marquées des taux d'intérêt à long terme. Et comment l'Italie peut-elle désormais espérer sortir de cette crise? Une des possibilités est de poursuivre l'austérité, ce que l'on appelle en termes économiques la dévaluation interne. L'idée est de baisser tous les prix nominaux pour finalement gagner en compétitivité, c'est-à-dire compenser les coûts de production très élevés compte tenu du niveau de gamme, regagner des parts de marché, peut-être réindustrialiser, compenser la perte de profitabilité des entreprises, donc également l'investissement. Comme nous l'avons vu, l'investissement s'est effondré depuis les dernières années, et gagner en productivité. Cette stratégie a déjà été utilisée un peu partout en Europe. C'est cette stratégie qui a mis au tapis de nombreux pays, dont la Grèce, et on peut avoir très peur de ses conséquences. Et je pense que la réponse des Italiens à la question qui leur a été posée lors du référendum montre qu'ils n'ont pas envie d'aller dans cette voie-là. L'autre possibilité, c'est de sortir de la zone euro et de recouvrer le pouvoir monétaire, le pouvoir souverain, qui leur permette de relancer leur compétitivité par une vraie dévaluation monétaire et de recapitaliser les banques en utilisant de l'argent public, en contradiction bien sûr avec les règles de l'Union bancaire européenne dont nous avons parlé. Donc, vous voyez que entre les deux, l'alternative est simple et elle sera évidemment suivie de très près par tous les autres pays en difficulté dans la zone euro qui vont se demander ce qui pourrait advenir dans un ou dans l'autre des cas. Matteo Renzi, durant son mandat, aura cherché à regagner la compétitivité coût que l'Italie a perdue ces dernières années, notamment par une réforme du marché du travail, le célèbre Jobs Act, qui notamment crée un CDI avec des garanties croissantes, réforme évidemment par ailleurs les conditions de licenciement. Bref, on est dans quelque chose de très classique que l'on retrouve dans tous les pays qui ont été en difficulté. Systématiquement, on s'attelle au marché du travail, dont on espère que la libéralisation permettra à terme de gagner en compétitivité. Or, non seulement rien n'est sûr, mais en plus, cela a des conséquences dévastatrices en termes politiques. Le résultat du dernier référendum en est la preuve. Vous voyez qu'effectivement, derrière la question de la réforme constitutionnelle, les Italiens ont répondu à l'approfondissement de l'austérité, à leurs conditions sociales qui se dégradent et à toutes sortes de questions qui n'ont pas forcément trait à la question constitutionnelle. Désormais, il ne faut jamais oublier que si jamais l'Union européenne devait perdre un autre membre, et en plus la zone euro, je suis persuadé qu'en l'état actuel, vu la taille de l'économie italienne, la zone euro ne pourrait pas tenir. Elle serait évidemment dans une situation bien plus grave que lorsque la Grèce, petit confetti, n'oublions jamais, sur l'échiquier mondial, se retrouve en difficulté. L'Italie, c'est évidemment une très grande économie.